on va parler, qui était à Suse, donc dans l'actuel Iran, qui voulait être tyran de Milet. Donc Milet, c'était les villes grecques qui étaient sur la côte d'aujourd'hui la Turquie. Et donc ce monsieur Istier, il a envoyé un message secret à son neveu qui était tyran de Milet, en l'incitant de faire une révolte qui deviendra la révolte ionienne. Pour lui envoyer un message d'un endroit à l'autre, sachant qu'il ne voulait pas se faire attraper par le roi Darius, il a rasé la tête de son meilleur esclave, il lui a tatoué sur la tête le message secret. Il a attendu que les cheveux repoussent, l'esclave est allé ensuite à Milet, où son neveu a rasé la tête, lui a rasé la tête, il a vu le message, et il a commencé la révolte ionienne, qui a plus tard découlé, qui a causé un petit peu les guerres médiques. Donc les guerres médiques, c'est lorsque l'Empire perse a attaqué justement la Grèce. Donc là, on aura notre deuxième exemple, avec un roi Sparte, justement, Démarate, qui était un des deux rois de Sparte, qui avait laissé un petit peu tomber l'autre roi quand ils allaient à une bataille, quand il s'est rendu compte qu'ils allaient rétablir la tyrannie à Athènes. Le second roi de Sparte, Cléomène, n'était pas content. Il lui a fait un procès pour bâtardise et il a donc été exilé. Il a été exilé à nouveau dans l'Empire perse. Cependant, Démarate dans l'Empire perse a Suse également, et il a eu vent que quelque chose que Darius préparait justement les guerres médiques. Pendant 5 ans, il a passé à préparer son armée pour envahir les États grecs, et il était quand même loyal à Sparte. Il voulait donc les prévenir. Alors, comme il ne pouvait pas s'y rendre, il ne pouvait pas envoyer un message clair qu'on pouvait voir, il avait donc pris les tablettes de l'époque, donc en cire, on écrivait sur la cire, on sculptait la cire plutôt, et donc ce qu'il a fait, il avait enlevé toute la cire, il a sculpté, il a écrit sur le bois en dessous, il a recouvert de cire, et il a envoyé les tablettes à Sparte, sans que personne ne s'aperçoive qu'il y avait un message caché à l'intérieur. À Sparte, personne ne savait quoi en faire de ces tablettes, sauf la reine Gorgo, qui était la fille de Cléomène, épouse du roi Léonidas, qui eut l'idée justement de gratter la cire, de voir le message en dessous. Les Grecs ont donc pu se préparer à l'invasion perse et ont pu se défendre. Ça, c'était 2 exemples de stéganographie, donc qui vient de étanche et de écriture. L'idée, c'est qu'on essaie de cacher un message. Donc il y a l'apparence anodine, alors qu'à l'intérieur, il y a un message secret, un message caché. À ne pas confondre avec la cryptographie dont on va parler à partir de maintenant, qui pour le coup vient de cryptos, qui signifie cacher, mais en l'occurrence, on ne cache pas le message lui-même, on cache le sens du message. Cette fois-ci, on est dans la guerre du Péloponnèse qui va opposer Sparte et Athènes. Donc, ce sera le premier exemple de cryptographie appliquée dans le militaire, où on a Lysandre de Sparte qui va utiliser une citale, donc une espèce de cylindre, sur laquelle on va enrouler une ceinture, et on va venir écrire dessus en largeur de la ceinture, la longueur de la citale, le message. Ensuite, on va dérouler et faire passer la ceinture. Si quiconque attrape la ceinture, à défaut de savoir l'enrouler sur une citale avec le même diamètre exact, on ne retrouvera pas le code secret, le message secret qui est envoyé. Donc, ceci, c'est un exemple de chiffrement et pas un code. La différence, c'est qu'un code, c'est simplement transformer une donnée d'une façon de la voir à une autre forme de représentation, alors qu'un chiffrement, ça va dépendre d'un paramètre, la clé, pour convertir de la donnée sous une forme incompréhensible si on n'a pas la clé. Dans l'exemple de la citale, justement, le diamètre de la citale, c'est la clé. Donc même si on sait qu'il faut enrouler la ceinture sur un cylindre pour retrouver le message, si on ne connaît pas le diamètre exact, on ne trouvera pas le bon message. On trouvera un autre message, ou un message faux, ou un message qui ne veut rien dire. Il y a un secret qui est la clé, qui dans ce cas-là, c'est la largeur du cylindre. Un code, on pense à code secret, mais ça n'est pas toujours secret. Par exemple, le code Morse, qui n'est pas du tout secret, que tout le monde connaît. Et il y a également des noms de code, James Bond 007, dans Money Heist, il y a également des noms de code pour chaque personnage. Et il y a par exemple les carottes sont cuites, qui était un code qui faisait référence au débarquement. Donc les codes, ça peut être secret, ça peut ne pas l'être. Passons maintenant à l'évolution de Jules César jusqu'à Marie Stuart. Donc César rapporte dans la guerre des Gaules
À un moment donné, il avait envoyé un message chiffré à un de ses généraux. Il avait décalé les lettres. Donc au lieu d'envoyer un A, il envoyait un D, et remplaçait les B par des E et les C par des F, et ainsi de suite. L'avantage, c'est que si jamais le message tombe entre des mains ennemies, les ennemis ne sauraient en faire sens. Ils ne savent pas quel procédé César a utilisé, et ils ne pourront donc pas lire le message en question. Il y a un petit problème avec le chiffrement César, c'est que ça n'est pas exactement un chiffrement, parce qu'il n'y a pas de clé. On peut généraliser le chiffrement César pour un chiffrement par décalage. On va venir décaler l'alphabet d'entre 1 et 26 cases. Alors, si on le décale de 26, on n'a rien fait. Donc, vous voyez, techniquement, il n'y a que 25 décalages possibles. Et là, pour le coup, la clé serait le nombre de décalages, le nombre de cases que l'on décale. On a plus de possibilités de chiffrer. Est-ce que c'est beaucoup plus fort pour autant? Pas forcément. Il suffit qu'on sache qu'on procède à un chiffrement par décalage, et on va simplement essayer les unes après les autres. Je vais essayer de déchiffrer avec cette clé, ça me donne du charabia, j'essaie avec une autre, j'essaie avec une autre, j'ai que 26 essais à faire, et au bout je suis certain de retrouver la bonne clé. On pourra encore généraliser davantage pour faire un chiffrement par substitution. À ce moment-là, on va choisir pour le A n'importe quelle autre lettre de l'alphabet, un L, pour le B un E, pour le C un M, etc. On a déjà beaucoup plus de possibilités. Pour le choix de la première lettre, on en a 26, pour la deuxième 25, 24, 23. Donc au total, on a 26 factoriels clés possibles. C'est énorme. C'est plus qu'un 4 suivi de 26 zéros derrière. Donc c'est plus que 400 millions de millions de millions de millions de clés possibles. C'est absolument énorme. Ce genre de chiffrement, par ailleurs, on peut le retrouver à des endroits où on ne s'y attend pas forcément. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie, il y a ce chiffrement qui est appliqué par substitution qui s'appelle l'Atbash, où il y a le mot Babel qui va devenir Sheshach, par exemple. Et on trouve même ce chiffrement dans le livre du Kama Sutra. Voilà. Alors, est-ce qu'il est beaucoup plus sûr pour autant? Pas forcément. D'après Al-Kindi, donc dans le 9e siècle, pourtant un traité qui a été retrouvé en 1987, il nous explique, alors, vous savez le faire, vous savez pas que ça venait de lui à la base, avec des inférences statistiques qu'on applique ici à la langue française, on remarque que la lettre E apparaît le plus souvent en français, aux alentours de 15%, puis la lettre S, etc. Donc l'idée qu'on va faire, on va regarder un texte chiffré, on va regarder la lettre qui revient le plus souvent, on va dire bah, ça c'est probablement un E, et on va remplacer par un E. Puis on va voir la deuxième lettre qui vient le plus souvent, et on va remplacer ça par un S, et ainsi de suite. Et ça va être un petit peu comme une grille de mots croisés. On va essayer de faire sens des mots. Si des fois on tombe sur des mots qui n'ont aucun sens, on se dit bah, je me suis trompé quelque part, je vais aller changer une autre lettre avant. Et c'est vraiment une résolution de mots croisés qu'on est en train de faire. Est-ce que ça marche toujours? Des fois c'est un petit peu difficile. Donc comme l'exemple ici, si on a de Zanzibar à la Zambie et au Zaïre, des zones de zones font courir les zèbres en zigzag zinzin. Ben, le E n'est pas forcément la lettre qu'on retrouve le plus souvent. Donc, est-ce que ça va être impossible à faire? Ça va juste être un petit peu plus difficile. Mais généralement, dans les textes plus longs, théorie des grands nombres fait qu'on aura généralement à peu près 15% de E qui vont apparaître. Sauf dans certaines exceptions où il y a la disparition, tout un roman qui est écrit sans aucune occurrence de la lettre E. Alors, est-ce que ça veut dire que si on chiffre ce livre, ce roman, avec un chiffrement par substitution, c'est impossible à casser? Non. C'est toujours une grille à essayer de résoudre, sauf que c'est un petit peu plus difficile. Donc on va essayer avec un E, il marche pas là, il marche pas là, il marche pas là. À un moment donné, on saura qu'il n'y a aucun E, même si ça paraît très contre-intuitif. Au final, on est toujours en train de résoudre des mots croisés. Un des moyens les plus simples pour augmenter la sécurité d'un chiffrement par substitution, et des plus forts également, c'est simplement de rajouter plein de lettres. Donc là, en l'occurrence, j'ai rajouté des lettres de l'alphabet grec. Donc le A devient un delta, le B un E, le C un pi, etc. Et on a des cases qui sont en gris. C'est des cases, c'est des lettres, des caractères nuls, qui ne correspondent à rien. Donc on va venir les parsemer un peu partout dans notre texte. Et c'est des caractères qui ne feront rien, à part rendre la tâche plus difficile aux cryptanalystes pour essayer de déchiffrer. On peut même aller une étape plus loin et mettre des caractères spéciaux pour des mots. Donc là, en mettant un seul caractère, ça nous fait un mot. Et une fois qu'on a ça, on est prêt à regarder ce qu'a fait Mary Stuart, reine d'Écosse. Donc Mary Stuart, qui est née en 1542,
accède au trône d'Écosse à l'âge de 9 mois seulement, après que son père a perdu une guerre contre Henri VIII d'Angleterre. Elle va être envoyée en France pour être plus tard mariée au dauphin François qui sera François II. Malheureusement, leur mariage ne durera pas longtemps, François II va mourir très tôt. Elle reviendra en Écosse. Je vais résumer l'histoire. Suite à une guerre civile avec son demi-frère, elle va aller s'exiler en Angleterre, auprès d'Élisabeth Ier, fille d'Henri VIII, qui est sa cousine. Cependant, Élisabeth Ier a un petit peu peur de Marie Stuart, qui est catholique, qui a donc des prétentions au trône vis-à-vis des catholiques anglais. Elle va la mettre en prison pendant 18 ans. Vers la fin de ces 18 ans, il y a un certain monsieur Babington qui va entrer en contact avec elle via des messages chiffrés. Donc il essaie de surmonter un coup pour assassiner la reine d'Angleterre et pour établir Marie Stuart, reine d'Angleterre. Ils utilisent un chiffrement qui ressemble à ce dont on a parlé. Donc il y a différents caractères. Alors c'est des caractères, il y a un delta ici, donc du grec. Il y a des chiffres. Il y a des caractères un peu bizarres. Il y a plusieurs nuls. Il y a plein de caractères pour des mots. Il y a même un caractère qui dit qu'on va doubler la prochaine lettre. Donc si je vois ça, je vais doubler la prochaine lettre. Malgré tout ça, les services secrets britanniques de l'époque, ils avaient un certain cryptanalyste du nom de Thomas Phillips, qui réussit à casser ça. Et donc en fait, malgré tout le chiffrement qu'elles envoyaient, elle et M. Babington, eh bien les services, ils arrivaient à tout lire. Et ils savaient qu'un coup d'État se remontait, mais ils n'ont rien fait, parce qu'ils attendaient d'avoir une preuve concrète de l'aval de Marie Stuart pour pouvoir lui couper la tête. Donc, à un moment donné, il y a Babington qui attendait l'aval de Marie Stuart pour lancer l'opération. Quand elle l'a donné, ils ont failli y aller, mais ils ont attendu. Ils se sont dit, en fait, il y a plein de complotistes qu'on ne connaît pas. Toujours Phillips, il a repris la lettre de Marie Stuart, et il a rajouté un post-scriptum avec l'écriture de Marie Stuart et sa signature, en demandant à Babington le nom des autres personnes qui complotaient justement. Babington, croyant que le message venait de Marie Stuart, répondit, et à ce moment-là, on les attrapa et on coupa la tête à Marie Stuart. Comme quoi, un mauvais chiffrement, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Là, on a un exemple où il y avait les trois justement, et la confidentialité, et l'intégrité, et l'authenticité qui avaient été bafoués. Donc, confidentialité parce qu'on arrivait à lire les messages, intégrité parce qu'on arrivait à les modifier, et authenticité parce qu'on ne savait pas de qui ils provenaient. Enfin, on pensait savoir, mais en fait, ça ne l'était pas. Généralement, c'est des propriétés qui viennent ensemble, mais on pourrait les décortiquer. Par exemple, de la confidentialité sans intégrité, sans authenticité, c'est par exemple un message dans une langue inconnue qu'on ne comprend pas. Par contre, on peut venir modifier et écrire dessus. Donc l'intégrité n'est pas vérifiée. Et il n'est pas signé, on ne sait pas de qui il vient. Il n'y a pas d'authenticité non plus. Si on n'a que l'intégrité, pour voir par exemple une lettre qui est dans un musée qui est protégée, on ne peut pas y toucher. Par contre, tout le monde peut la lire, il n'y a pas de confidentialité et on ne sait pas de qui elle vient. Quant à l'authenticité, imaginez que quelqu'un signe un chèque en blanc ou quelque chose, on va juste signer, quelqu'un va signer son nom. On sait de qui ça provient, par contre n'importe qui peut venir écrire dessus et n'importe qui peut voir ce qui a été écrit. Donc c'est trois propriétés qui sont généralement qui vont de pair, mais ça n'est pas toujours le cas. Je vais faire juste une étude de cas sur l'intégrité, qui généralement, on voit un peu moins où est-ce qu'elle intervient. Imaginez que vous voulez faire une transaction avec votre banque. Donc c'est chiffré, on ne peut pas voir la transaction, c'est des données qui sont chiffrées. Et vous devez vous authentifier en mettant votre code secret auprès de la banque. A priori, on aurait tendance à dire que ça suffit pour faire la transaction. Mais si je vais chez le marchand, ou que quelqu'un intercepte justement mes envois, une personne qui est un attaquant, il va essayer de venir et puis modifier le message. Même s'il ne sait pas ce qui se passe dedans, il va venir mettre des 0 et des 1 quelque part, en espérant qu'au lieu que j'envoie 2 euros, j'en envoie 200. On peut le faire, même si on n'arrive pas à lire le message, et même si on n'a pas techniquement, justement, même si on n'a pas la confidentialité, même s'il y a la confidentialité, on peut quand même attaquer en essayant de modifier le message, même si on ne sait pas exactement ce qui est écrit dedans. Et je vais donner un exemple d'intégrité que vous utilisez tous dans votre carte vitale. Le premier nom, ça fait référence au sexe. Le deuxième à l'année, le mois de naissance, le département, la commune ou le pays, le numéro d'ordre, et finalement la clé de contrôle. La clé de contrôle, elle est calculée comme suit. C'est 97 moins le reste du numéro
modulo 97. Modulo, c'est une façon un peu fancy de dire que c'est le reste de la division euclidienne. Par exemple, 12, le reste de la division euclidienne de 12 par 10, ça fait 2. Parce que ça me fait 1 fois 10 plus 2. Donc là, je vais prendre le reste de la division euclidienne par 97 et je vais le soustraire à 97 et c'est la clé que j'aurai. Donc si jamais on va modifier un nombre ici, la clé ne va pas coller et on saura que vous avez fait une erreur quelque part. Il y a les mêmes mécanismes qui sont sur les livres ISBN, également sur les images. Et voilà, sur ce, je vais m'arrêter ici, je vais devoir avoir des questions.